Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de l'équipe McGill du Quai Durand Dufour et vous allez voir qu'aujourd'hui on a Jonathan avec nous comme d'habitude, mais on a aussi une invitée spéciale, Émilie Fortin, notaire fiscaliste chez Lebreu Chénard Fortin, notaire et fiscaliste de Bromont. Merci beaucoup Émilie de te joindre à nous, c'est vraiment super merci le beaucoup, fun. on apprécie. Merci à vous deux de l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là. Des fois il y a des choses, on parle beaucoup de gestion de portefeuille, d'économie, mais on va changer un petit peu le sujet avec Émilie pour cette série de capsules. Là, il y aura plusieurs petites capsules qui vont sortir là-dessus. Et puis, on avait quelques sujets intéressants. Donc, on a un nouveau budget de la part du gouvernement fédéral qui a fait jaser beaucoup. Et puis, Émilie était là pour nous en parler un petit peu. Là. Donc, qu'est-ce que tu as sorti, Émilie, de ce budget-là que tu pourrais parler à nos auditeurs? Bien, je pense que c'est pas un secret pour personne. Hein? La mesure qui a fait le plus jaser, c'est certainement l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital. Donc, la ministre, en fait, a annoncé dans son budget que à partir du 23 juin 2024, le taux d'inclusion qui est actuellement à 50 % va passer à 2/3. Donc, nécessairement, ça aura un impact sur les particuliers et les sociétés. C'est une grosse mesure qui a été annoncée. C'est certain qu'au niveau des particuliers, donc, on a une exemption de 250 000 qui a été annoncée, donc ça ne touchera pas le premier gain en capital de 250 000. Cependant, cette exonération-là ne sera pas disponible pour les sociétés par action ni pour les fiducies. Donc, les particuliers devront nécessairement planifier leurs affaires pour se poser la question si il faudra faire un move d'ici le 23 juin 2024 ou il faudra planifier différemment là, après cette date-là. Vous, dans vos bureaux, avez-vous eu des téléphones, des gens qui ont téléphoné justement pour poser des questions par rapport à ça? Ça a bougé pas mal. Il y a beaucoup de questions. Il y a du monde qui se demandait les ventes d'entreprise. Est-ce qu'on les devance? Vente d'immobilier? Est-ce qu'on essaie de faire ça? Pour les placements aussi, le corporatif, est-ce que c'est encore justifiable d'avoir une compagnie? Fait que c'est toutes des questions qu'on a. Successorale aussi, c'est quand même un bon point là, pour les gens d'un certain âge. Ben, ils ont beaucoup de gains en capital. C'est quand même quelque chose à prévoir. On doit-tu réajuster le tir dans certaines situations, arriver avec des nouvelles stratégies? Fait que... Bien, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est exactement une des options. Hein. Les gens se sont posé la question, est-ce que d'ici le 23 juin, je vais vendre mes actifs? Est-ce que je vends mes placements? Est-ce que je vends mes immeubles? Est-ce que je vends mes actifs justement pour générer ce gain-là qui va être d'ici le 23 juin inclus à 50 %? Donc, c'est une planification, oui, qui pourra être optée de générer, de matérialiser l'impôt. Mais encore faut-il, quand on matérialise l'impôt, eh bien, il faut la payer. Donc, qui dit matérialiser dit paiement. Il faut avoir la liquidité pour le faire. Donc, ça peut être une avenue. Ça peut être discuté avec vos professionnels, bien entendu. Une autre avenue ne peut être tout simplement de ne rien faire, parce que nécessairement, peut-être de générer du gain qu'il faudra payer et en fait, ça pourra engendrer peut-être un problème de liquidité, mais pourra aussi, cet argent-là qu'on remet au fisc pourra être de l'argent nécessairement qu'on ne pourra pas placer. Mm-hmm. Donc, ce report-là pourrait peut-être être plus avantageux que de générer l'impôt parce qu'on pourrait éventuellement, sur l'argent de l'impôt à payer, là, on pourrait nécessairement penser à avoir des gains dans le futur là, pour bien placer cet argent-là. Une autre stratégie pourrait être au niveau des particuliers, parce que, comme je l'ai dit, on a un 250 000. Nécessairement, c'est un 250 000 par personne. Donc, chaque individu a un 250 000. Au niveau des conjoints, peut-être qu'on pourra repenser nos modes de détention. Peut-être qu'on pourra mettre, sous toute réserve d'avoir des documents bien en ordre, bien entendu, mais peut-être qu'on pourra penser à mettre la maison 2 noms. Donc, une maison, par exemple, excusez-moi, je veux juste mettre une précision, là, ça ne touche pas l'exonération pour résidence principale. Hein. Donc, les résidences principales ne sont pas assujetties là, à cette mesure-là, mais tout ce qui est chalet, résidence secondaire, peut-être ça pourrait être une planification de mettre la moitié au conjoint. Au niveau successoral, tu en as parlé tout à l'heure, Jonathan, nécessairement, une autre stratégie, ça va être d'échelonner le gain pour être en deçà du 250 000 par année. Donc, on pourra penser à peut-être transférer de
petit peu à petit peu nos actifs en faveur de nos héritiers pour être au-dessus du 250 000 par année. Donc, ça aussi pourra être envisagé. Petit mot pour les sociétés par action. Donc, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le 250 000, eh bien, on ne l'a pas pour les sociétés par action ni pour la fiducie d'ailleurs. Donc, au niveau des actifs qu'on a dans nos sociétés, donc les parcs immobiliers, il y a beaucoup de, j'imagine dans vos clients, vous avez peut-être beaucoup de clientèle là, qui ont accumulé des actifs avec un grand gain en capital latent sur ces actifs-là au niveau immobilier, des placements dans des portefeuilles dans lesquels vous allez avoir du gain aussi latent. Au niveau des sociétés par action, peut-être il pourra être envisagé de disposer de certains placements qui pourront être contrôlés là, selon vos conseils, vos judicieux conseils. Pourrait être aussi de vendre certains actifs à une autre entreprise, en fait, à une autre société par action qu'on pourra incorporer. Mais encore faut-il qu'il faudra avoir les liquidités pour payer cet impôt-là, hein, parce que si on utilise une stratégie, par exemple, d'incorporer une nouvelle compagnie et qu'on prend nos actifs et qu'on les vend à cette nouvelle compagnie-là, eh bien, on matérialise l'impôt, mais on n'a peut-être pas les liquidités hein, pour la payer. Quand c'est des placements, ça va bien parce que c'est un petit peu des actifs semi-liquides. Mais quand on pense à des immeubles, bien nécessairement, quand on la vend à une entreprise qu'on contrôle nous-mêmes, bien il faut avoir l'argent pour payer ça. Là. Fait qu'à ce moment-là, ça peut représenter un enjeu. Fait qu'en réalité, à surveiller dans les prochaines semaines. D'ailleurs, le provincial va possiblement s'arrimer. Hein, avec le fédéral, ça serait bien surprenant du contraire. Mais à surveiller dans les prochaines semaines, discuter avec vos professionnels, planificateurs financiers de la Banque nationale, notaires, avocats, fiscalistes, pour voir un petit peu les enjeux, en fait, là, relativement à ça, puis à vos actifs. Mais c'est à surveiller. Est-ce que ça va se précipiter dans les bureaux des notaires pour les ventes ou ça vaut-tu la peine de déclencher un actif selon toi là, d'une vente ou je sais que tu vas nuancer, j'imagine, la réponse selon l'horizon de temps et tout ça, mais... C'est bien que tu le dises. C'est sûr que ça dépend, c'est du cas par cas, hein, comme vous le savez, mais ça peut valoir la peine. Si vous aviez déjà une offre d'achat, vous avez déjà une transaction en tête, ça peut peut-être vous créer un stress de vouloir conclure cette transaction-là avant le 25 juin 2024. Ça peut aussi, si vous aviez des acheteurs potentiels pour vos entreprises, ça peut vous encourager aussi à aller de l'avant un peu plus rapidement, mais encore faut-il trouver des professionnels disponibles. Donc, c'est bien tout de suite d'avertir votre réseau hein, pour être certain qu'ils aient les disponibilités là, pour répondre à la demande. Donc oui, ça peut être une bonne idée, mais tu sais, il y a le fiscal, mais il y a aussi les besoins et les enjeux de chaque situation. Hein. Fait que nécessairement, je verrais mal quelqu'un qui a un chalet, qui l'affectionne particulièrement, vouloir simplement s'en départir pour pouvoir répondre à cette mesure-là. Là. En réalité, c'est vraiment un cas d'espèce, puis c'est... À mon avis, si vous aviez en tête une transaction, ça peut être un bon moment de la précipiter, mais autrement, je vois pas pourquoi. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Là, on l'a calculé un petit peu avec Jonathan. On a eu des petits calculs. Là. Si on a un horizon de placement un petit peu plus longtemps, je pense que c'est pertinent de même payer l'impôt, même si ça coûte plus cher d'impôt, par exemple, mais à long terme, comme tu as dit, tu n'as pas l'impôt à payer aujourd'hui. C'est certain qu'il y a plusieurs facteurs, l'espérance de vie, l'âge de l'individu, les besoins de la famille. Nécessairement, c'est pas juste un silo là, fiscal avec la mesure qui nous pend au bout du nez. Là. Je pense que c'est une étude de plein de facteurs qu'il faut regarder d'ensemble, mais nécessairement, je pense que les contribuables ont intérêt à peut-être se pencher sur ce qu'il adviendra de leurs actifs, de leur richesse. C'est un moment pour réviser certaines stratégies, certains documents légaux, mais peut-être la meilleure solution dans ce cas-ci, ce sera de tout simplement rien faire. Ouais. C'est du cas par cas, comme on dit. Exactement. Puis c'est pas la première fois non plus hein, que le taux d'inclusion du gain en capital est aux 2/3. Là, si on pense dans les années 2000, là, il a même passé à 75 %. Fait que dans le fond, faut pas non plus... Avez-vous des perspectives? Est-ce qu'ils vont renverser ça ou est-ce que c'est difficile? On rentre dans la politique dans l'économie, là, mais... C'est sûr que le gouvernement a un gros déficit. Fait que nécessairement, ils vont essayer d'aller chercher le plus d'argent possible. L'impôt, c'en est une. Ouais. Donc, nécessairement, ça fait plusieurs années que dans la communauté fiscale, on s'attendait
à ce que le gain en capital, là, le taux d'inclusion augmente. Avec l'exemption du 250 000 pour les particuliers, on vient quand même, je pourrais dire, alléger un petit peu le fardeau fiscal des contribuables, mais c'est certain qu'on s'en attendait. Donc, c'est sûr que c'est une des mesures à laquelle on peut s'attendre dans les prochaines années. Est-ce que l'incorporation est toujours pertinente pour un professionnel qui a une société de gestion, qui a tous ses placements dans l'incorporation? Là, maintenant, ton gain est déjà taxé. On en entend souvent parler pour des sociétés qui investissent en immobilier, en fait. Là. Fait que, est-ce que c'est toujours avantageux? Est-ce que ça va peut-être changer? Bien, encore une fois, c'est du cas par cas. Parce que c'est certain que ça va porter une réflexion supplémentaire pour le mode de détention des immeubles ou des placements. C'est certain que si on parle de la situation où est-ce qu'on a un contribuable qui veut acheter un immeuble, le réflexe peut-être va être différent maintenant que la mesure a été annoncée, va être différent après le 25 juin. Peut-être on va être plus au niveau fiscal, va peut-être être plus d'acheter personnellement en raison de l'exemption de 250 000 qu'on n'a pas dans les sociétés. Mais encore une fois, c'est différent parce qu'il y a aussi dans une société l'aspect de protection d'actifs. Donc, nécessairement, ce n'est pas... Ça ne se limite pas au fiscal. Exact, ça ne se limite pas au fiscal et ça me demande vraiment une étude plus approfondie, mais c'est certain que ça va poser peut-être un réflexe différent. Il y avait un autre petit point dans le budget aussi qu'on a vu qui parlait un petit peu de l'exonération de gains en capital sur la vente d'une petite société en sol canadien. Est-ce que tu as vu des changements là-dessus, des choses à regarder dans notre planification par rapport à ça? Bien oui, bien nécessairement. Tantôt, on a parlé qu'on allait peut-être devancer des transactions, mais là, peut-être qu'on va en retarder pour des transactions, justement, d'actions admissibles de petites entreprises. Quand on est une personne qui exploite une entreprise via une société par action, il y a plusieurs critères, là, mais si on exploite une société active, on a la possibilité, lorsqu'on vend ses actions, de demander l'exonération pour gain de capital. Elle était à 1 million. Et elle passera à 1 250 000 de gains en capital là, qu'on aura peut-être la possibilité d'exonérer. Donc ça, nécessairement, peut-être qu'il y a certaines transactions qui vont être déplacées après cette date. Après ça, il y aura un congé d'indexation en 2025 et l'indexation reprendra en 2026 et s'indexera à partir du 1 250 000. Donc, c'est un incitatif pour les personnes en affaires qui exploitent des entreprises. Le gouvernement veut encourager ça et c'est ce que le budget reflète encore. Super intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous passer le budget en revue un petit peu pour nous donner des indications. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis au plaisir de vous reparler dans une prochaine capsule. À bientôt.